Le carton invité de ce jour s'intéresse à la lutte contre la corruption qui a réuni des acteurs autour d'un colloque international à Ouagadougou. Et pour en parler, je reçois le professeur Florent Hyène qui est le président du comité d'organisation. Bonjour et bienvenue, professeur. Bonjour et merci de m'inviter sur votre plateau. Alors, professeur, pour commencer, parlez-nous de ce colloque qui a réuni plusieurs experts ici à Ouagadougou. Eh bien, qui étaient les organisateurs de ce colloque exactement? Alors, les organisateurs de ce colloque, il faut dire que c'est le Centre de formation et de recherche anticorruption et du RENLAC qui a été l'initiateur principal de ce colloque. Et parce que vous savez que la création de ce centre est intervenue à un moment où, après réflexion, nous nous sommes rendus compte que le réseau, le RENLAC, est maintenant suffisamment connu, et qu'il a fait ses preuves, et qu'il a fait beaucoup d'actions de sensibilisation et de plaidoyer, mais qu'il manquait un petit quelque chose. Et ce petit quelque chose-là, c'était la formation et la recherche. Et c'est pourquoi nous avons créé un centre dédié à cela. Formation parce que vous avez maintenant beaucoup de gens qui ont pris conscience que la corruption là est une mauvaise chose, mais ils ne savent pas comment faire pour combattre le phénomène. Donc il faut leur donner des éléments de base pour pouvoir faire cela. Recherche aussi parce que nous nous sommes rendus compte que pour combattre un phénomène, il faut bien le comprendre, il faut bien le connaître. Or, il n'y a que la recherche qui peut nous permettre de comprendre le phénomène sous toutes ses dimensions, notamment dans notre pays, mais à travers aussi le monde et tout ça. Or, quand on dit recherche, il faut aller chercher des enseignants et chercheurs et tout ça. C'est pourquoi nous avons noué un partenariat avec le CEDES, le Centre de recherche et de documentation et de recherche économique et sociale de l'université Thomas Sankara. Qu'on le veuille ou non, quand on parle de chercheurs, d'enseignants-chercheurs, c'est dans les universités qu'il faut aller les chercher, les trouver. Voilà. Ensuite, au-delà de ça, on a eu quand même l'ambassade de Suède qui nous a beaucoup appuyé, soutenu financièrement, sans lequel sans doute il n'y aurait pas eu ce colloque. Et enfin, parmi les acteurs, il faut citer quand même l'ALCE, voilà, parce que comme moi je le dis, c'est notre partenaire historique, c'est-à-dire c'est comme un jumeau, c'est des gens qui nous comprennent beaucoup et comme je le dis aussi, c'est notre partenaire moral. Voilà en gros pour ce qui concerne les organisateurs du colloque. Alors, on se retrouve avec plusieurs entités qui font dans la formation, qui font dans la recherche sur la corruption, qui décident d'organiser un colloque international. Quel est l'objectif que vous avez recherché à travers ça? L'objectif, comme je le disais tout à l'heure, quand on fait un colloque, on parle recherche, on parle franchement science. Voilà. Et quand on fait de la recherche ou quand on s'intéresse à la science, c'est pour mieux comprendre un phénomène, pour mieux l'expliquer, en vue d'impulser des changements. La recherche peut porter sur des objets, sur des animaux, sur des humains, mais l'objectif final de toute recherche, c'est d'améliorer une situation. Bon, avec les animaux, ça peut être simple. Avec les objets, ça peut être également simple. Mais avec les hommes, c'est compliqué parce que dès qu'il s'agit de changement de comportement et de mentalité, c'est beaucoup plus difficile et c'est beaucoup plus long. Il s'agit d'un colloque international. Est-ce qu'on a eu des participants qui sont venus d'autres horizons? Oui, ça c'est un des points de satisfaction de ce colloque parce que nous avons dit que c'est un colloque international. Et quand on regarde déjà, il y a 8 pays qui ont été représentés. Vous avez le Burkina, vous avez le Cameroun, vous avez le Mali, vous avez le Maroc, vous avez la RDC, vous avez le Tchad, vous avez le Sénégal et vous avez le Togo. Bon, je pense que pour un premier départ, c'est une très bonne chose. Mais au-delà des pays représentés, nous avons enregistré jusqu'à 362 chercheurs et praticiens, ce qui n'est pas rien. Et
dont 53 en ligne. Bon, comme tout le monde ne pouvait pas se déplacer, on a utilisé les nouvelles technologies qui ont permis à 53 personnes en dehors du Burkina de pouvoir se connecter et bien entendu de bénéficier de ce colloque-là. Peut-être quelque chose qu'il faut ajouter. Et parmi il y avait 299 participants en présentiel et sur les 299 là, on avait 86 femmes. Et ça, c'est extrêmement important parce que dans nos débats, dans les recherches que les gens ont présentées, certains se sont posé la question de savoir est-ce que les femmes aussi s'intéressaient à la corruption, comment, etc. Et la tendance, c'est de dire que les femmes sont moins corrompues que les hommes. Donc, est-ce que c'est une réalité, professeur? Bon, non, elles ont des sensibilités quand même différentes, que vous le voulez ou non. C'est ce que je dis souvent, quand vous regardez dans nos sociétés traditionnelles, là, quand on parlait par exemple de voleurs, c'était des hommes. Hein. C'était rare de voir une femme voler. Une femme, si elle vole là, ce n'est jamais par plaisir. Elle vole, quand elle vole, c'est pour s'occuper de son enfant. Malheureusement, aujourd'hui, les choses changent. Hein. Je ne dis pas qu'on a toujours les... Voilà. Mais vous savez, des femmes qui peuvent se mettre à voler pour s'acheter des portables. Bon, dans le temps, on n'avait pas ça, quoi. Mais je pense quand même qu'il y a une sensibilité qui est dure. Elle réfléchit par deux fois. Elles sont moins nombreuses, etc., à s'adonner à la corruption que les hommes. Et je pense que c'est extrêmement important. Et puis, on leur a demandé de creuser aussi et de nous expliquer dans quelle posture elle se trouve pour que ça se passe comme cela. Quand on se retrouve dans ce colloque international avec tous ces pays qui ont fait le déplacement de Ouagadougou, eh bien, une question qui forcément a été abordée, quel est le point, quel est l'état de la corruption sur le continent? L'état de la corruption sur le continent, vous savez que malheureusement, le continent africain est catalogué comme le continent le plus corrompu. Et quand on regarde les classements, vraiment ça ne nous fait pas honneur pratiquement, et tous les pays sont en deçà de la moyenne. Vous avez 10 pays qui ont la moyenne, et ces pays-là souvent ce sont les mêmes. Vous avez les Seychelles, vous avez le Rwanda, vous avez le Botswana, et j'en passe. Vous n'avez pas cité le Burkina? Oui, mais je vais regarder sur ma liste, mais je ne pense pas qu'il y ait le Burkina, malheureusement. Moi, j'aurais été content qu'il y ait le Burkina, parce que quand je regarde, je disais, il y a les îles Seychelles, eux, ils ont 71 sur 100. C'est-à-dire, chez nous, on dit c'est la mention bien. C'est pas mal. Et quand vous regardez le Cap Vert, eux aussi ils font partie, ils ont 64 sur 100. Ça, c'est assez bien. Et quand on poursuit, vous avez le Botswana, ça 59 sur 100. Et puis, donc ça, c'est bien. Et puis, le Rwanda, qui n'est pas mal, 53 sur 100. Et puis, enfin, l'île Maurice, 51%. Tous les autres pays, là, sont, j'allais dire, je dis souvent, c'est échec. Puisque chez nous, dans notre métier, là, quand vous n'avez pas la moyenne, on vous met échec et puis on vous dit que vous n'êtes pas autorisé à redoubler. Voilà. Malheureusement, c'est ce que nous observons. Alors, des pays arrivent à s'en sortir du lot tout de même. Vous avez parlé des Seychelles, du Rwanda. Mais qu'en est-il du Burkina? Le Burkina, où on sait que de tous les régimes qui se sont succédés, eh bien, la corruption a toujours figuré en tête de liste dans les discours. On a des institutions comme le RENLAC qui ont toujours sorti ce qu'ils appellent un programme où on a toujours eu le point des sociétés, des entités les plus corrompues. Ça a permis quand même au Burkina pendant un certain nombre d'années de savoir où est-ce qu'il fallait mettre l'accent. Pourquoi jusqu'à présent on traîne un peu les pieds au niveau du Burkina? Quel est l'état réel? Bien, alors vous posez là une question à la fois importante et puis difficile. Bon, si vous voulez l'état des lieux, nous venons de sortir il n'est pas encore sorti, il est sous presse, mais le rapport sur l'état de la corruption en 2023, bon, il doit sortir certainement ces jours-ci. Bon, je me suis intéressé à deux aspects. Ce qui intéresse les gens souvent dans ça, c'est de savoir quels sont les services les plus corrompus. Bon, et malheureusement, quand on regarde,
et ce sont les mêmes, c'est la même triplette, ce sont les mêmes qui sont devant. Il y a la police municipale, il y a la douane, il y a la police nationale. Et puis, il y a ceux qui font les permis et tout ça, en tête de liste. Bon, vient ensuite le domaine de la santé. Voilà. Alors, et ça, c'est pour le classement. Bon, on constate malheureusement qu'il y a certains aussi qui sont rentrés dans la danse alors qu'ils ne l'étaient pas. Je pense par exemple, je crois que c'est le Trésor public, non? Bon. Alors, il faut réfléchir, il faut s'interroger sur tous ces mouvements. Bon, quand on regarde, par exemple, l'entrée du Trésor public peut s'expliquer par le fait que quand il y a des difficultés de trésorerie, vous savez, si vous aviez un chèque, un trésor, quand vous arrivez, vous vous alignez, et puis c'est malheureusement avec un certain nombre de difficultés, si vous allez pour vous faire payer, ça peut prendre des mois, voire des... Alors, à partir de ce moment où un service n'est pas correctement rendu, où les attentes des gens ne sont pas comblées, bon, on va passer par tous les flux pour se faire, bien entendu, payer. C'est une hypothèse, voilà. Mais il y en a bien d'autres et je ne saurais autre chose. Ça, c'est pour le classement. D'accord. Maintenant, dans le rapport, là, on essaie de demander aux gens, de demander leur perception sur l'évolution de la corruption. Vous, par exemple, qui êtes ici, comment vous avez senti cette année? Est-ce que vous pensez que la corruption a augmenté ou bien vous pensez que la corruption a baissé? Alors, ce sont des perceptions qui tiennent compte du vécu des gens. Parce que quand on dit perception, c'est vrai que ce sont des perceptions, mais ça peut être lié aussi à la réalité. Parce que si vous n'avez pas vécu d'actes de corruption, peut-être vous n'allez pas donner une réponse en faveur de l'augmentation de la corruption. Donc, ceux qui ont vécu des actes, et ce que la presse aussi dit, c'est-à-dire quand vous mettez tout ça ensemble, ça donne une perception. Les gens disent, je pense que cette année-là, la corruption a augmenté ou la corruption a baissé. Alors, dans le rapport, le résultat que nous avons obtenu, c'est que la corruption a baissé en 2023. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il faut méfier des statistiques. Je dis d'abord, c'est une perception. Ça peut ne pas correspondre à la réalité. Parce que tout à l'heure, il y a eu l'entrée de certains qui n'y étaient pas, comme le Trésor public, alors que vous dites que ça a baissé en 2023. Oui. Bon, quand on dit ça, j'ai dit c'est une perception. Donc, il faut bien comprendre cela. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous avons observé qu'à chaque changement de régime, la perception sur l'état de la corruption est en baisse. C'est un phénomène que nous avons observé en 2014-2015. Juste après l'insurrection. Voilà. Et c'est un phénomène que nous avons observé aussi donc entre 21 et puis 23, parce que 2022, nous n'avons pas pu faire notre enquête. Alors, ça nous amène à dire quoi? Bon, nous avons l'impression que quand il y a un changement de régime, la corruption marque une pause. C'est-à-dire les gens font attention. On ne sait pas dans quelle direction ça va aller. Alors, donc on marque une pause, on s'observe. Le temps de réorganiser les réseaux, d'accord? Que ce soit pour les corrupteurs, que ce soit pour les corrompus, on va voir dans quel sens le vent souffle et puis après, ça repart de plus belle. C'est ce que nous craignons et c'est ce que nous pouvons expliquer au niveau de ces baisses constatées, quoi. Alors, professeur, il y a des auditeurs qui nous prennent certainement à marcher, qui nous écoutent sur la radio Watt FM. Eh bien, sachez que le professeur Florent Hyène est notre invité au Déj Matinal Info. Avec lui, nous parlons de corruption avec ce colloque international qui a rassemblé ici à Ouagadougou un certain nombre d'acteurs. Professeur, parlons toujours du Burkina. Eh bien, il y a aussi cette réalité qui devrait faire en sorte que la corruption puisse baisser considérablement. Il s'agit du contexte économique en raison de la situation sécuritaire que nous traversons depuis une dizaine d'années. Oui, alors moi, vous avez tout à fait raison parce que je dis souvent, nous sommes en économie de guerre. Et ça veut dire ce que ça veut dire. Tout à fait. Alors, donc, on devrait vivre dans une situation d'économie de guerre. Alors, si vous remarquez, parmi les thèmes du colloque, là, un des premiers et l'un des plus importants à mes yeux,
d'accord, et celui qui est d'actualité brûlante, je ne dis pas que les autres thèmes ne sont pas intéressants, c'est quand même corruption et crise sécuritaire. Donc, au niveau du colloque, là, il y a un premier axe qui est dédié à la corruption et à la crise sécuritaire. Et nous avons invité les chercheurs à réfléchir sur le lien entre corruption et crise sécuritaire. Par exemple, est-ce que la corruption n'entrave pas notre combat contre le terrorisme, par exemple? Ça fait partie des éléments de réflexion, d'accord? Parce que nous estimons que si la corruption interfère ici, ça va être extrêmement difficile, d'accord? Et on a vu des exemples où... Et en substance, pour nos téléspectateurs et auditeurs qui n'ont pas pris part au colloque, qu'est-ce qui est ressorti des réflexions? Qu'est-ce qui est ressorti des réflexions? On vient de finir, c'est-à-dire en termes de quoi je ne peux pas vous faire le point justement, sur les débats. Pas le point des débats, mais par rapport au lien qu'il y a entre corruption et situation sécuritaire, qu'est-ce qui est ressorti exactement à travers les différents chercheurs qui se sont exprimés? Si pour être synthétique, on va vous dire qu'il y a un lien négatif entre la corruption et j'allais dire la crise sécuritaire. J'entends que en situation de corruption, l'insécurité ne fera qu'augmenter. Si on veut combattre l'insécurité, c'est pas avec la corruption. Voilà. Donc, plus il y a de corruption, plus l'insécurité va croître. Voilà. Donc, tant qu'on ne maîtrise pas le phénomène, tant qu'on ne réduit pas la corruption, tant qu'on ne l'élimine pas, il y aura des incidences sur même l'insécurité et tout ça. Et de façon négative, c'est-à-dire que l'insécurité va augmenter. Voilà. Est-ce qu'on peut conclure que la corruption a connu un bond avec l'arrivée de la crise sécuritaire? Il faut, vous savez, quand on a fait notre enquête et tout ça, c'était difficile d'arriver dans certaines zones. Or, c'était important aussi que nous puissions interroger les gens dans ces zones-là. D'accord? Parce que c'est votre domaine en 2010-2012. Oui. Est-ce que les indices de corruption qu'on avait au Burkina sont similaires à l'après 2015 jusqu'en 2024 avec la crise sécuritaire? Il y a eu une légère amélioration et je pense, il y a quand même une légère amélioration. Et je vous ai dit, quand les gens n'ont plus de certitude par rapport aux décisions publiques, là, ils sont obligés de faire attention. Voilà. Parce que si vous ne savez pas où vous mettez les pieds, vous n'allez pas y aller franco comme ça. Donc les gens observent, ils attendent. Les réseaux se reconstituent, on essaie de voir où est-ce que ça marche, où est-ce qu'on va, où est-ce que c'est dangereux, où est-ce que c'est tout ça. Voilà. Donc évidemment, quand c'est comme ça, on se rend compte que le phénomène est comme au ralenti. En attendant de trouver, j'allais dire, le bon fil pour rebondir et tout ça, quoi. Alors, avec les changements de régime, donc, il y a un certain ralentissement au niveau de la corruption. Quand on regarde les pays que vous avez cités en exemple, je retiens par exemple les Seychelles ou encore le Rwanda. Et quand on prend le Rwanda fonctionne avec un régime, celui de Paul Kagame, depuis plusieurs décennies. Il n'y a pas cette perception comme au Burkina. Quelles sont les forces de la lutte contre la corruption dans des pays comme le Rwanda ou les Seychelles que nous n'arrivons pas à implémenter ici chez nous? Alors, si vous voulez, vous allez m'amener à donner mon sentiment général. Allez-y, professeur. De ce qui est ressorti du colloque. Allez-y. En réalité, beaucoup de gens nous ont dit, ce que vous faites là, c'est bien, mais tant qu'il n'y aura pas de volonté politique, vous perdez votre temps. D'accord? Donc ça nous a beaucoup touché et c'est extrêmement important. Parce que ce n'est pas nous qui avons les leviers. D'accord? Nous pouvons expliquer aux gens ce que c'est que la corruption. Nous pouvons expliquer aux gens que la corruption, ce n'est pas une bonne chose. Mais nous pouvons même détecter des actes de corruption. Mais notre tâche s'arrête là. Le reste là, il faut bien entendu autre chose. Alors, quand je dis ça, les volontés politiques, je vais vous donner juste un exemple. Je sais qu'en 2017, par exemple, au Rwanda, on a licencié 200 policiers pour fait de corruption. Et il faut oser le faire.
Voilà. Donc, si les gens ont fauté, il faut les sanctionner. Et ça me permet de rebondir sur une solution qu'un prix Nobel d'économie a proposée. Là aussi, c'est ressorti au niveau du colloque. Il s'agit de Gary Becker, prix Nobel d'économie en 1992, qui a dit, si vous voulez lutter contre la corruption, il y a 2 choses fondamentales. La première chose, c'est de mettre en place des structures efficaces de détection de la corruption. Premier aspect. La deuxième chose, c'est d'appliquer des sanctions. Donc, je pense que, vous savez, un prix Nobel, ce sont des gens qui produisent des idées et on peut ne pas les aimer, mais ils peuvent vous permettre de trouver des solutions à un certain nombre de problèmes. Ça veut dire quoi? Pour lutter contre la corruption, il faut d'abord la détecter. Si vous ne savez pas qu'il y a corruption, comment vous allez faire? Bien. Donc, il faut des institutions, des structures sérieuses, il nous dit, qui puissent détecter la corruption. Parce qu'elle prend des formes que vous ne pouvez pas imaginer et tout ça. Donc, s'il y a cette structure, et une fois qu'on a détecté, il faut sanctionner. Voilà. Il dit que ce sont les 2 éléments essentiels dans la lutte contre la corruption si on veut éradiquer ce phénomène-là. Alors, professeur, on va parler du thème central de ce colloque, corruption et développement en Afrique. Quel est le lien qu'il y a entre les deux? Alors, vous voyez, nous on a organisé le colloque, le thème c'est corruption et développement, parce que vous imaginez que nous sommes un réseau qui lutte contre la corruption. Nous avons pris l'engagement de lutter contre la corruption. Donc, c'est pourquoi on a commencé par corruption. Il fallait qu'on parle de corruption dans ce colloque-là. Alors maintenant, pourquoi développement? Parce que nous nous sommes rendus compte, et toutes les statistiques le prouvent, que la corruption entrave le développement. Si vous êtes dans un pays corrompu, vous pouvez dire adieu au développement économique. Alors, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est même les institutions internationales, là, le FMI, la Banque mondiale, qui disent que chaque année, vous avez entre 1500 et 2500 milliards de dollars qui sont détournés, d'accord, sous forme de pots de vin, d'accord, ou sous forme de capitaux versés, etc. et tout ça. Et quand à partir de ce moment-là, vous voyez que la corruption va réduire même la capacité des pouvoirs publics à mettre des ressources et des services de base et à la disposition de la population. C'est-à-dire que l'argent qui est soustrait aurait pu servir à la communauté au lieu d'aller dans les poches d'individus particuliers. Et là, ça devient compliqué. Vous avez assisté ici quand on veut construire des écoles, si on se partage déjà une partie de l'argent, après ça va être compliqué. Il y a des routes qui ont commencé, qui n'ont pas abouti, etc. et tout ça. Donc c'est un problème assez sérieux. Ensuite, la corruption entraîne une diminution de l'investissement. Vous voyez, quand vous investissez, c'est-à-dire vous décidez de renoncer à votre argent pour mettre dans un projet, pour pouvoir retirer quelque chose, s'il y a la corruption, imaginez que vous venez pour installer une entreprise au Burkina et que rien que pour installer l'entreprise là, on vous demande déjà des subsides, d'accord? À terme, vous ne pouvez plus être compétitif. C'est-à-dire que quand on ajoute le prix de la corruption à votre travail là, ça va être compliqué. Ce qui va se passer, soit vous allez faire du mauvais travail. Supposons que moi, on m'a demandé de faire une route. La route, là, on me dit ça fait 40 milliards. Sur les 40 milliards, là, il y a un réseau où il y a une filière qui dit, bon, nous, il faut que tu nous donnes 10 milliards dans ça. Est-ce que vous, entre nous, vous estimez que si vous puisez 10 milliards que vous donnez, avec les 30 milliards qui restent là, il y a un cahier de charges. Est-ce qu'on peut faire la même route que si c'était 40 milliards? Ça pose problème. C'est pourquoi, quelquefois, avant même de réceptionner certaines routes-là, elles sont déjà dégradées. Alors, ce qui se passe, et ce que je soupçonne, c'est que vous êtes obligé de passer par des surfacturations. Autrement dit, vous êtes obligé de tenir compte, si vous voulez, de ces commissions-là. Bon, au lieu de dire que c'est 40 milliards, vous allez dire mais c'est 60 milliards. Et sur les 60 milliards-là, une fois que vous avez arrosé, ce qui reste là, ça peut-être, je dis bien peut-être, faire le travail pour lequel on vous a chose.
C'est un phénomène d'ampleur qui s'en prend énormément au développement de notre pays. Alors, et on a montré que quand vous investissez dans un pays corrompu, là, vos coûts là, augmentent de 20%. Bon, si ça augmente de 20%, vous voyez que c'est la population aussi qui va chaud. Nous, on est obligé de supporter tout ça, ce qui n'est pas chose simple. Professeur, tout à l'heure, quand on parlait des faiblesses par rapport à la lutte contre la corruption dans nos pays, comparativement à certains comme le Rwanda, on est revenu sur la volonté politique. Il y a le manque de sanctions que vous avez relevé, mais il y a aussi ce coup de pouce que les autorités des différents pays ont de la part d'institutions comme le RENLAC, d'institutions comme la vôtre que vous dirigez. Est-ce qu'à un certain moment, vous vous sentez utile quand on regarde dans le rétroviseur et que on s'aperçoit de tout ce que vous avez prévu comme rapport, ce que vous avez prévu et qui dorme toujours dans les tiroirs? Oui, bon. Alors, vous avez raison, parce que beaucoup de gens nous disent, mais vous êtes en train de perdre votre temps. Pour rappel, vous savez, quand le RENLAC a été créé en 1997, à l'époque, il fallait être courageux pour parler de corruption au Burkina Faso. À travers le monde même, la lutte contre la corruption était un exercice embryonnaire. Donc, pratiquement au Burkina, là, nous avons été les pionniers dans ce domaine-là. Mais quand on a créé le RENLAC, mais beaucoup pensaient qu'en moins d'un an, on allait disparaître. C'est-à-dire les vents contraires défavorables étaient nombreux. Personne ne voulait du RENLAC, y compris jusqu'aux plus hautes autorités. Mais je me rappelle d'un ancien président, quand on a créé le RENLAC, il a été interrogé à la télé, il dit, mais laissez ces gens-là, ce sont des jaloux, ce sont des aigris. Parce que quand ils voient que vous avez un vélo aujourd'hui et demain vous avez une moto, ils disent que vous êtes corrompu et tout ça. Ouais? Et il y a des gens qui même disaient que la corruption n'existait pas et que nous on exagère, etc. Vous avez même des institutions internationales qui nous ont tourné le dos et quelques dizaines d'années après sont revenus. Ils ont dit, mais ils sont prêts à nous aider parce qu'ils estiment que c'est nous qui avons raison. Vous avez même des groupuscules qui disaient à l'époque, vive la corruption, à bas le RENLAC. Et nous, on est venus trouver des choses comme ça, c'est pas à nous de changer ça. Vous voyez? Bien. Donc, voilà quand même un contexte des choses. Alors maintenant, c'est vrai, on a eu des difficultés et on estime que c'est possible, cette volonté est politique là. D'accord? Est-ce que vous la sentez actuellement? Oui, bon, on la sent, je ne dirais pas vaguement, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout les résultats. Voilà, parce que il faut éviter les volontés dans les discours et tout ça. Mais c'est sur le terrain, comme je vous l'ai dit, je vous ai cité un prix Nobel qui a indiqué comment lutter et contre la corruption et tout ça. Là. Alors, je dis que c'est possible, parce que figurez-vous, au cours du colloque, il y a un des doyens qui a dit, le voltaïque était plus intègre que le burkinabé. Voilà, ça peut être un sujet de dissertation. Ça veut tout dire. Hein? Enfin, je ne sais pas, peut-être que vous n'avez pas... Les auditeurs et téléspectateurs mènent la réflexion dans leur... Voilà. Oui, je pense que c'est une réflexion qui vaut le coup d'être menée. Hein? Le voltaïque est plus intègre que le burkinabé. Donc, ça veut dire qu'il y a eu des moments où il n'y avait pas de choses. Où la corruption n'était pas comme ça. D'accord? Il y a une accélération à un moment donné. Et quand on fait la recherche, c'est pour comprendre tout ça, même toute cette évolution, et puis voir comment chose. Donc, si ça a été, pourquoi ça ne le serait pas? Ça, c'est la première observation. Ensuite, on a montré qu'il y a certains pays où ça se passe bien. Donc, c'est quand même possible. Et enfin, nous avons montré qu'il y a des périodes de recul léger de la corruption, mais tous ces éléments réunis, nous, ça nous conforte que quand même, si on fait certaines choses, ça devrait aller. Peut-être pas éradiquer la corruption, mais au moins la réduire à sa portion congrue pour qu'on puisse aller vers le développement. Alors, professeur, on va terminer avec cette dernière question. On a parlé du rôle du politique, on a parlé des faiblesses au niveau des actions de lutte, mais quel est le rôle du citoyen? Bien. Alors, vous voyez, c'est vrai, vous savez, le RENLAC, là, en fait, c'est un regroupement d'organisations.
et de toute nature. Parce qu'il faut que les gens comprennent ça. Et moi, je suis au Rennes-Lac parce que je représente une organisation. Je ne suis pas allé là-bas en tant que moi-même. Et toutes ces organisations-là, il y a même des organisations catholiques, il y a des organisations musulmanes, il y a des choses, des religieuses, des syndicats, des mouvements des droits de l'homme, des ONG de développement et tout ça. Donc, c'est extrêmement important. Qui se sont engagés pour, bien entendu, lutter contre la corruption. Maintenant, on a des gens, quelqu'un peut dire qu'il est chose là, il peut être membre associé. Si vous estimez que ce qu'on fait c'est intéressant, vous dites même si je ne suis pas dans une association, mais ce que vous faites là, je pense que c'est bien et je peux vous aider dans tel sens, etc. et tout ça. Ça c'est déjà une bonne chose. Maintenant, ce que nous demandons aux citoyens, il faut être vigilant parce que nous avons dit à un moment donné, il faut pouvoir dénoncer la corruption. Justement, il y a plusieurs mécanismes de dénonciation qui ont été mis en place. Oui, nous attendons de voir. De toute façon, c'est vers là qu'il faut aller. Bon, il y a des problèmes qui peuvent être assez complexes, c'est-à-dire dénonciation, il ne faut pas que ça s'assimile à de la délation, etc. Et tout ça. Donc, il faut faire attention. Il y a déjà ça que les gens peuvent faire. Et puis, déjà, c'est par rapport au comportement. Voilà. Il faut essayer, vous savez, dans notre enquête là, il y a des gens qui nous ont dit, mais moi j'ai rempli le dossier de telle personne et tout ça, et puis la personne m'a donné 25 000 ou m'a donné 50 000 parce qu'elle était contente du travail que j'ai effectué. Mais on dit, mais c'est pas normal. Il dit non, lui il ne savait pas que c'était... Voilà. Donc, quand on dit on va faire de la formation là, c'est pour expliquer aux gens tout ça. Mais il faut que chacun, au poste où il est, disent la corruption est une mauvaise chose, c'est un comportement. Il y a des aspects individuels avant d'arriver aux aspects collectifs. Or, si les gens n'ont pas conscience individuellement de ce phénomène et comment le combattre là, ça risque d'être difficile. C'est-à-dire on trouvera toujours des gens qui vont bien entendu faire ce qu'il ne faut pas faire et tout ça. C'est ce qu'on peut demander aux citoyens. Et pour terminer, quand les gens disent que nous perdons notre temps, je prends souvent l'anecdote du colibri dans la forêt amazonienne. Vous savez, on raconte qu'un jour il y a la forêt amazonienne qui a pris feu et tous les animaux se sont retirés dans la clairière en train de s'observer et puis se lamenter devant l'incendie et tout ça. Et le colibri, qui est un petit oiseau qui pèse à peine 20 grammes, lui seul, il va au fleuve là, avec son petit bec, il prend un peu d'eau, il vient, il jette sur les flammes là. Les autres ont commencé à se moquer de lui. Mais tu penses qu'avec ce que tu fais là, tu pourras éteindre ce feu et tout ça? Et le colibri de dire, mon objectif, c'est pas d'éteindre le feu. Moi, je donne tout ce que je peux donner contre cet incendie-là. Donc, chacun à sa place, s'il donne un peu de ce qu'il peut là, je pense que ça va suffire là. Twi TV, la télé interactive.